Imaginons un instant un immense restaurant étoilé. D'accord, je vois très bien l'image, avec la grande salle majestueuse, les lustres, tout ça. Exactement. Dans la salle à manger, le service est fluide, c'est parfait, les plats s'enchaînent sans le moindre accroc. C'est la vitrine en fait. Voilà, c'est la vitrine. Mais si on pousse la porte battante des cuisines, on découvre une toute autre réalité. Une réalité beaucoup plus bruyante, j'imagine. Absolument. Une chaleur étouffante, une mécanique d'une complexité inouïe. Il y a une véritable armée de l'ombre qui court, qui anticipe, qui transpire pour que la magie opère en salle. Et c'est exactement l'image qui s'impose quand on observe le fonctionnement de Paris. C'est tout à fait ça. On a cette vitrine mondiale éblouissante, ce décor de carte postale, mais derrière, eh bien, il y a la salle des machines. Une machinerie gigantesque. Et pour notre exploration d'aujourd'hui, on plonge justement au cœur de cette machinerie en se concentrant sur ceux qui la font tourner. Les travailleurs parisiens. Les travailleurs parisiens, face aux immenses enjeux des élections municipales de 2026. Et je rappelle tout de suite la règle d'or pour ceux qui nous écoutent, c'est une neutralité absolue. C'est essentiel de le préciser. Oui, le but est purement pédagogique. On va décortiquer les propositions qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite, factuellement, sans aucune prise de position. Parce que derrière les monuments et l'attractivité touristique de la capitale, Paris est avant tout un écosystème. Un écosystème qui doit être entretenu au quotidien. Exactement. Une ville qui se nettoie, qui se répare, qui s'éduque et qui se soigne, grâce à des centaines de milliers de professionnels. Et la question de leurs conditions de vie devient centrale. Absolument. Leur pouvoir d'achat, leur maintien dans une ville qui est, on le sait, de plus en plus onéreuse. Tout cela structure désormais les visions politiques qui s'affrontent pour prendre les rênes de l'hôtel de ville. Et j'imagine que la grande difficulté, c'est de proposer des solutions concrètes pour ces travailleurs, tout en composant avec, disons, la réalité économique. C'est même le nerf de la guerre. Il est impossible de décortiquer ces promesses sociales sans comprendre en premier lieu la réalité financière sur laquelle elles reposent. Le point de départ de toute politique publique, en fait, c'est l'état des caisses. Voilà. Et lorsqu'on se plonge dans les propositions des différents bords politiques, le diagnostic financier apparaît comme le grand point de fracture. Un diagnostic qui varie énormément selon les candidats, j'ai l'impression. Du tout au tout. Du côté de figures comme Rachida Dati, Pierre-Yves Bournazel, Sarah Knafo ou encore Thierry Mariani, le constat dressé est d'une gravité extrême. C'est-à-dire, qu'est-ce que disent les documents exactement? Les documents évoquent une ville qui flirterait avec la banqueroute. On parle d'une dette qui a doublé, voire qui a été multipliée par 15 selon certaines méthodes comptables. Multiplié par 15? Ah oui, quand même. C'est ce qui est avancé. On frôlerait les 10 à 12 milliards d'euros de dette. C'est un chiffre vertigineux. Si on essaie de ramener ça à l'échelle individuelle, ça donne quoi? Eh bien, ça représente environ 5 000 euros de dette au-dessus de la tête de chaque habitant de la capitale. 5 000 € par habitant? C'est énorme. Et le chiffre le plus parlant, pour comprendre la mécanique de cette dette, c'est la charge des intérêts. Les documents pointent un coût d'environ 540 millions d'euros par an. Attendez, un demi-milliard par an juste pour les intérêts. C'est exactement ça. Ce demi-milliard n'est pas investi dans de nouvelles écoles, il ne va pas dans la voirie, ni dans les salaires. C'est littéralement de l'argent qui part. Voilà, c'est le prix payé annuellement aux créanciers, simplement pour avoir le droit d'être endetté. Et la conséquence de ce fardeau, selon cette lecture de la droite, c'est la nécessité de trouver de nouvelles recettes. Ce qui nous amène aux impôts inévitablement. Mécaniquement, oui. Cela explique, selon eux, la hausse spectaculaire de 52% de la taxe foncière en 2023, qui est d'ailleurs largement citée dans les sources. Donc, pour cette partie de l'échiquier politique, l'équation est assez implacable. La dérive des dépenses a créé la dette, qui a entraîné la hausse des impôts. Et qui asphyxie au passage les classes moyennes et les travailleurs propriétaires. La solution qu'ils proposent s'articule donc autour de ce qu'ils appellent un choc de gestion. Un choc de gestion. Concrètement, ça prend quelle forme? Pierre-Yves Bournazel, par exemple, met sur la table un plan d'économie massif de 4,2 milliards d'euros. 4 milliards, c'est colossal. Où est-ce qu'on trouve cet argent? L'un des leviers principaux de son plan, c'est l'arrêt immédiat des préemptions immobilières. Ah ça, c'est un mécanisme fascinant. Il faut peut-être l'expliquer pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme. Bien sûr, jusqu'à présent, la ville utilise son droit de préemption pour racheter des immeubles privés. Souvent dans des quartiers très prisés d'ailleurs. Oui,
Le but est de les transformer en logements sociaux. C'est une stratégie assumée par l'exécutif actuel pour maintenir une mixité sociale dans Paris. Mais j'imagine que ça coûte une fortune en capital. Une fortune, oui. Arrêter ces rachats permettrait de stopper l'hémorragie financière instantanément. Sauf que, en retour, ça soulève la question du maintien des travailleurs modestes dans le centre de Paris, s'il n'y a plus de création de logements sociaux de cette manière. C'est tout le débat. Et ce diagnostic d'une ville au bord du gouffre, il faut savoir qu'il est balayé d'un revers de main par d'autres candidats. Notamment à gauche. Du côté de la France insoumise, avec Sophia Chikirou, le prisme d'analyse est macroéconomique. Elle s'oppose frontalement à cette vision purement comptable. C'est-à-dire qu'elle ne voit pas la dette comme un problème en soi. Non, la dette n'y est pas perçue comme un boulet. Au contraire, c'est vu comme un levier d'investissement fondamental. L'argumentaire, en fait, repose sur l'idée qu'une ville ne fonctionne pas comme un ménage. D'accord. Quand la mairie s'endette, notamment pour acquérir ce fameux patrimoine immobilier via les préemptions, elle se constitue un actif. Un actif foncier dont la valeur s'apprécie avec le temps dans une ville comme Paris. Exactement. De plus, elle s'appuie sur des comparaisons internationales. Les sources rappellent que le taux d'endettement parisien, si on le met en perspective avec son budget global, reste inférieur à celui de métropoles comme Londres ou New York. On touche vraiment à une divergence philosophique profonde ici. Ah, totalement. C'est un peu la question de savoir comment on doit voir le budget de la ville. Est-ce qu'on doit l'imaginer comme le compte en banque d'un ménage qui doit d'urgence se serrer la ceinture pour rembourser son crédit ? Ou alors, Ou alors, comme un fonds d'investissement souverain, où s'endetter sert de levier pour bâtir l'avenir? Parce que si on coupe les investissements par peur de la dette, est-ce qu'on ne risque pas de léguer une ville obsolète sur le plan climatique ou social? c'est le cœur du clivage. Et la réponse à cette question financière conditionne chaque mesure sociale concrète. Parce qu'au-delà de ces milliards d'euros, l'urgence pour le travailleur parisien, elle se joue sur un terrain beaucoup plus pragmatique, sur la logistique quotidienne. Oui, concilier des horaires de travail exigeants avec la vie de famille, à Paris, ça relève du défi permanent. Ce point, les propositions tentent de s'adapter à la nouvelle sociologie du travail. Pierre-Yves Bournazel, par exemple, avance l'idée des maisons des nounous. Les maisons des nounous, c'est différent d'une crèche classique. L'objectif est de répondre à l'angle mort des crèches traditionnelles, qui ferment souvent à 18h30. C'est vrai que pour une infirmière qui finit sa garde à 21h ou un serveur, le service public actuel ne sert à rien. Exactement. Ces structures s'adapteraient aux horaires atypiques, avec des ouvertures en soirée ou le week-end, et elles offriraient même des quotas dédiés aux travailleurs indépendants. Très intéressant. Et du côté de Thierry Mariani, Il aborde le problème par le biais de l'aide financière directe. Plutôt que de construire de nouveaux murs, il propose de verser une allocation de 300 € par mois aux familles. 300 € s'ils n'ont pas de place en crèche municipale. Voilà, pour les aider à rémunérer une assistante maternelle dans le privé. C'est très pragmatique. Mais il ne faut pas oublier ceux qui gardent ces enfants. Il faut bien les rémunérer eux aussi. C'est le point soulevé par Sarah Knafo. Elle met en avant une augmentation directe de 10% des salaires dans les crèches municipales. 10%, c'est une belle hausse. Couplée à une priorité absolue dans l'attribution des logements sociaux pour ces professionnels essentiels, car ils sont souvent contraints de vivre très loin de la capitale, faute de moyens. Ce qui pose aussi le problème des temps de trajet. D'ailleurs, ce besoin d'intervenir sur le quotidien, il est aussi très fort sur le sujet de la mobilité professionnelle, non ? Oh oui, de manière tout aussi criante. Pensez à un artisan, un plombier ou une infirmière libérale. Ils ne peuvent pas prendre le métro avec 40 kilos de matériel. C'est physiquement impossible. Et pourtant, circuler ou se garer dans Paris intramuros, c'est devenu un casse-tête financier. C'est pourquoi Sarah Knafo promet la première heure de stationnement gratuite pour ces professions. Elle propose aussi une gratuité entre midi et 14 heures Ah, ça c'est spécifique. Dans quel but ? pour redynamiser la restauration en facilitant la pause déjeuner des travailleurs itinérants. D'accord, on voit bien la logique. Et toujours sur le stationnement, Thierry Mariani va jusqu'à proposer un gel complet des taxes de stationnement résidentiel. Alors là, c'est le moment où la contradiction financière me saute aux yeux. Je vois où vous voulez en venir. On propose d'un côté des hausses de salaire de 10%, de distribuer des allocations de 300 €, de renoncer aux recettes du stationnement, Ce qui représente un manque à gagner colossal. surtout quand ces mêmes candidats promettent de ne pas augmenter les impôts. Voire pour Sarah Knafo de diviser par deux la taxe foncière. Comment est-ce qu'on boucle un budget pareil ? C'est là que les coupes interviennent. Pierre-Yves Bournazel mise sur la vente d'actifs immobiliers non essentiels. Les sources évoquent très clairement la vente du Parquet des Princes. Transformer du foncier en argent frais en somme. Et Thierry Mariani. Il lie le financement de son plan à une réorientation idéologique, l'arrêt intégral des dépenses municipales liées à l'immigration. Et pour Sarah Knafo. Parce que diviser par deux la taxe foncière, le trou budgétaire doit être immense. Son projet propose une bascule radicale.
Elle prévoit la suppression de 100 millions d'euros de subventions annuelles aux associations, déjà. 100 millions, c'est conséquent. Mais la mesure la plus spectaculaire, c'est sa volonté de diviser par 2 les effectifs de la mairie de Paris. Attendez. Divisé par 2. On parle de combien d'agents aujourd'hui? Les documents précisent qu'il y a actuellement 54 794 agents. Donc elle veut supprimer plus de 27 000 postes. C'est l'idée. L'argument, c'est que l'administration serait devenue une bureaucratie obèse. La promesse est celle d'un choc de numérisation, faire beaucoup plus avec moitié moins de personnel. C'est un pari extrêmement audacieux. Est-ce qu'on peut numériser le travail d'un éboueur, d'un jardinier ou d'une puéricultrice? Si une ville perd la moitié de ses bras, le service public risque d'en pâtir, non? C'est toute la critique qui lui est adressée. Et cette vision de la fonction publique, perçue comme un centre de coûts qu'il faut réduire, elle nous amène à la philosophie diamétralement opposée. Celle de la gauche, j'imagine. Absolument. Du côté de Sophia Chikirou ou Emmanuel Grégoire, l'approche inverse totalement la perspective. L'employeur municipal est perçu comme le dernier rempart face à la brutalité du marché parisien. Donc, loin de vouloir réduire les effectifs, ils veulent renforcer la mairie. Exactement. Sophia Chikirou porte l'ambition de faire de Paris un employeur exemplaire. L'idée, c'est de dicter de nouveaux standards sociaux. Avec des mesures précises. En euros net mensuels. 1600 net, c'est un vrai plancher. Elle veut aussi en finir avec la précarité en titularisant les contrats courts et majorer la prime de nuit de 50% pour compenser la désynchronisation sociale de ces travailleurs. Il y a aussi une question sur le temps de travail, je crois. Oui, l'expérimentation de la semaine de 32 heures pour les métiers pénibles. 32 heures. La théorie derrière ça, c'est quoi? C'est que réduire l'usure physique diminue l'absentéisme et les arrêts maladie. Et surtout, ça permet de retenir des travailleurs qui, autrement, finiraient par démissionner d'épuisement. On comprend bien l'objectif de protection. Et du côté d'Emmanuel Grégoire? Il déploie cette même logique sous le concept de pari populaire. Le clivage s'établit entre la solidarité et la rente. Ce qui se traduit comment, concrètement? Par un engagement fort sur le logement abordable. Face à une spéculation immobilière qui repousse les travailleurs au-delà du périphérique, la ville doit agir comme un bouclier. Mais encore une fois, on en revient toujours à la même question. Comment financer ce bouclier social si la gauche refuse l'austérité et la baisse des effectifs? Par des mécanismes de financement, disons, alternatifs. Sophia Chikirou propose par exemple la création d'un livret Paris Solidarité. Un livret Paris Solidarité. C'est géré par qui? Par le crédit municipal. L'idée, c'est de mobiliser l'épargne locale. Donc plutôt que d'emprunter sur les marchés financiers internationaux à des taux privés, on sollicite directement les Parisiens. Exactement. Les citoyens déposent leur argent sur ce livret et la mairie utilise ces fonds pour financer son action sociale. C'est du circuit court financier en fait. Voilà. À cela s'ajoute une lutte contre la spéculation, avec une surtaxe assumée sur les logements vacants. Pour forcer les propriétaires à remettre ces mètres carrés sur le marché. C'est l'objectif. Et elle veut aussi mettre fin aux surcoûts dans les marchés publics, notamment lors des achats de fournitures. J'ai aussi noté une proposition qui a retenu mon attention concernant l'industrie du luxe. Ah oui, la hausse des redevances sur l'occupation de l'espace public. C'est ça. Cibler des événements mondiaux comme la Fashion Week. Tout à fait. Mais là, je me pose une question d'équilibre. En surtaxant ces mastodontes de la mode pour financer un bouclier social, est-ce que la ville ne risque pas de faire fuir la poule aux œufs d'or? C'est le risque souvent évoqué, oui. Parce que ces événements génèrent des retombées indirectes faramineuses pour les hôtels, les chauffeurs, les artisans. Si on les taxe trop lourdement, ils pourraient délocaliser leurs défilés à Milan ou à Londres, non? C'est une vraie interrogation. Mais le calcul stratégique derrière cette mesure repose sur ce qu'on appelle la rente géographique. La rente géographique? C'est-à-dire? La théorie avance que l'aura de Paris, son patrimoine architectural, le prestige de ses avenues, tout cela est intrinsèquement lié à la valorisation des produits de luxe. Ah, donc un parfum se vend à ce prix-là parce qu'il y a la Tour Eiffel derrière, en quelque sorte? Exactement. Les marques ne peuvent pas se passer de ce décor pour leur campagne mondiale. Le rapport de force est donc jugé favorable à la mairie. Ils estiment que les marges de ces groupes sont assez grandes pour absorber la taxe sans partir. C'est l'idée, récupérer une fraction de cette plus-value pour l'injecter dans le tissu social. Ce concept de rapport de force pour aller chercher l'argent, c'est la transition parfaite pour aborder une autre vision politique présente dans nos sources. Celle de l'extrême gauche qui rejette purement et simplement le concept même de budget municipal. Oui, quand on lit les programmes de Blandine Chouvel pour le NPA, de Marielle Saulnier pour Lutte ouvrière ou de Maël Pierrot-Guimbaud pour le Parti des travailleurs, on change totalement de vocabulaire.
Il n'y a plus aucun débat sur le taux des emprunts ou l'optimisation des services. Le cadre comptable traditionnel est complètement dénoncé. Pour faire une analogie, c'est un peu comme, disons, une partie de Monopoly. D'accord, je vois très bien. Autour de la table, tout le monde discute de la meilleure façon d'acheter la rue de la Paix, de gérer son argent. Et eux, ils proposent de faire quoi? Eh bien, ils proposent de renverser le plateau, tout simplement pour redistribuer les billets de la banque. C'est une excellente métaphore. Leur grille de lecture postule que le cadre institutionnel actuel oblige les maires à gérer la pénurie. Ce qu'ils refusent catégoriquement de faire. Absolument. Ils refusent d'accepter les coupes budgétaires dictées par l'État pour financer ce qu'ils appellent une économie de guerre. Pour eux, le diagnostic est clair, la richesse parisienne est immense. L'argent existe, en somme. Oui, mais il est accaparé. Les sources citent explicitement de grands groupes comme Total et des milliardaires comme Bernard Arnault ou Xavier Niel. Mais alors, une question se pose. Est-ce qu'une élection municipale a vraiment le pouvoir de renverser ce plateau national? Un maire ne peut pas exproprier une multinationale. Bien sûr que non, et ils le savent, le mécanisme de ces candidatures est éminemment politique. L'expert en politique vous dira que c'est pensé comme un point d'ancrage. Un point d'ancrage, donc la campagne sert de tribune. C'est exactement ça, c'est un porte-voix pour s'adresser à la classe travailleuse. Le financement de leur programme ne passe ni par les impôts locaux, ni par la dette. Mais par le rapport de force sociale. Voilà, par l'appel à la grève générale et à la mobilisation. Le but est d'aller chercher l'argent là où il est, dans les profits capitalistes, pour financer des salaires dignes et les hôpitaux. Si on prend un peu de recul pour synthétiser, l'éventail des choix offerts à l'électorat parisien dessine 3 philosophies bien distinctes. Tout à fait. Il y a un choix fondamental à faire concernant l'avenir des travailleurs. À droite, on a la voie de la baisse des impôts pour soulager le pouvoir d'achat, financée par des coupes drastiques dans l'administration. À gauche, on utilise la force de frappe de la mairie pour salarier et protéger les agents en taxant la spéculation et la richesse. Et à l'extrême gauche, on utilise la tribune électorale pour exiger une redistribution globale des richesses, en renversant le système. Ce qui résume parfaitement les enjeux de 2026. Pour conclure cette plongée passionnante, il y a une idée très stimulante, tirée des sources qu'on m'a juste effleurées. Laquelle? L'usage de l'intelligence artificielle. Plusieurs candidats la mentionnent. Rachida Dati veut s'en servir pour cartographier la saleté des rues en temps réel. Et Pierre-Yves Bournazel veut l'utiliser pour réduire la bureaucratie administrative. Exactement. Et je pense que quiconque s'intéresse à l'avenir de la capitale devrait se poser cette question. On vous écoute. Dans le Paris de demain, est-ce que l'intégration massive de l'IA ne va pas redéfinir fondamentalement ce que signifie être un travailleur pour la ville? C'est une vraie perspective d'avenir. Oui, parce que la nature même de ces emplois administratifs ou logistiques, que tous ces candidats cherchent aujourd'hui à protéger ou à réformer, pourrait être totalement transformée. On repense à nos cuisiniers du début. L'armée de l'ombre en cuisine. Voilà. Et si demain, ces cuisines étaient automatisées? Hmm. C'est de quoi nourrir la réflexion pour la suite. C'est certain. On va s'arrêter là-dessus. Merci à tous ceux qui nous ont suivis pour cette analyse et gardez un œil attentif sur ces transformations. À très vite.